BFM Business, Good Morning Business, l'interview. La situation est-elle en train de s'améliorer sur le marché des semi-conducteurs? C'est ce que prévoient en tout cas plusieurs grands groupes du secteur. On va en parler avec le PDG de ST Microelectronics, Jean-Marc Chéry, qui est notre invité ce matin. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord un mot sur vos résultats. Bénéfice semestriel de 1,6 milliard de dollars. Le montant a plus que doublé en l'espace d'un an. Vous avez notamment fortement amélioré votre marge. 26% au deuxième trimestre, c'est 10 points de plus que l'an dernier. Vous parlez de conditions de prix favorables. Concrètement, c'est quoi? C'est la pénurie de puces qui a fait grimper les prix? Effectivement, il y a un principe simple, ce qui est rare et cher. Mais bon, au-delà de ça, je pense qu'il faut bien comprendre que tout le monde a été surpris effectivement par l'accélération de la transformation de certains marchés, hein, comme l'automobile et le domaine industriel. Donc l'industrie n'était pas complètement prête à y répondre, donc après la crise Covid. Ça nécessite des investissements extrêmement importants, hein. En 2022, on va investir 3,6 milliards hein, pour ce qui concerne ST. Et donc, effectivement, ça doit se traduire, ces niveaux d'investissement, dans nos prix de vente. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Et puis le deuxième élément, c'est le mix des produits, puisque, comme je viens de vous le dire, il y a une accélération de la transformation de l'automobile et du secteur industriel. Donc il y a des nouvelles applications. Donc nous, on a introduit beaucoup de nouveaux produits et donc effectivement avec un effet prix sur les nouveaux produits, ce qu'on appelle l'effet premium, qui vient aussi participer à la profitabilité de l'entreprise. Est-ce que vous pensez pouvoir maintenir ce niveau de marge élevé lorsque les tensions vont se réduire sur le marché des semi-conducteurs? Ensuite, après, les marges évoluent en fonction de quelques facteurs. Donc, il y a effectivement les prix des composants. Donc, après, on rentrera certainement, lorsque les marchés seront moins tendus, dans une dynamique de baisse progressive et régulière des prix, hein, ce qu'on appelle aussi la productivité, hein. Nous-mêmes, on améliorera nos coûts. Après, il y a l'introduction des nouveaux produits donc qui, elle, est favorable, hein, donc amène effectivement un meilleur prix de vente. Et puis après, c'est notre capacité, je dirais, à absorber les coûts entrants, l'inflation des coûts entrants, par rapport à nos améliorations de productivité. Et puis comme on a une politique de croissance organique qui est importante, hein, d'atteindre 20 milliards d'ici 2025, bien sûr, la croissance des volumes aide à absorber les coûts entrants et à améliorer la productivité et l'efficacité globale de la société. Donc oui, je vous confirme qu'on améliorera nos marges et on atteindra dans le temps qu'on s'est donné à peu près une marge brute de 50% entre 2025 et 2027. Quel est aujourd'hui l'état du marché? Est-ce que les tensions sont déjà en train de se réduire sur le marché des semi-conducteurs? Écoutez, on ne peut pas parler globalement, hein, ça dépend des marchés. C'est vrai que le marché de l'ordinateur personnel grand public, le marché de la téléphonie mobile moyen, bas de gamme, sur la base Android, sont des marchés, la télé numérique sont des marchés qui sont en train de s'adoucir, hein, donc d'être moins tendus. Bon, d'ailleurs, vous avez vu les résultats d'Intel hier, qui sont pas fantastiques, bon, qui sont liés effectivement à ces marchés-là. Par contre, nous, on n'est pas positionné sur ces marchés-là, on est surtout positionné sur comme je l'ai dit, le marché automobile et le marché industriel lourd, hein, donc les usines photovoltaïques, les grosses usines de transformation, où il y a besoin d'électronique pour pouvoir baisser la consommation énergétique notamment. Bon, et là, ces marchés sont extrêmement demandeurs, hein. Il y a eu aussi les résultats de Schneider cette semaine, où le PDG de Schneider a expliqué que son marché était très fort. Donc nous, on est positionné là-dessus. Sur ces marchés-là, non, les tensions vont persister au moins jusque vers la fin de l'année prochaine. Ce que disent certains de vos concurrents, c'est que la demande va forcément ralentir en raison notamment de la conjoncture. C'est vrai aussi pour vous? Écoutez, nous, on pilote notre société, comme on l'a indiqué, pour atteindre donc en 2022 16 milliards de chiffre d'affaires, donc en croissance de 25%, parce que on est positionné sur des marchés qui sont en transformation et sur lesquels la pervasion des composants électroniques des semi-conducteurs augmente, c'est-à-dire le contenu de semi-conducteurs augmente.
Qu'il y ait un phénomène de récession économique globale après une période d'inflation, ouais, je crois que c'est marqué dans le livre L'économie pour les nuls. Mais si vous voulez, à simuler mondialement pour une société globale, c'est extrêmement compliqué et c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des portefeuilles de commandes qui couvrent quasiment 2 ans de capacité industrielle, des marchés qui sont en pleine transformation, des marchés asiatiques, et notamment en Chine qui accélèrent sur la voiture électrique, sur les infrastructures de charge. Bon, aux États-Unis, effectivement, il y a 2 trimestres de non-croissance du PIB, mais on ne le voit pas dans la prise de commande, hein. Vous avez vu Ford annoncer de très bons résultats. Donc si vous voulez, oui, on entend bien tous les prédicteurs de mauvaises nouvelles, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, maintenant, effectivement, on a démontré dans le passé que si à un moment donné, on a à faire face à une période d'accalmie du marché, c'est-à-dire soit de non-croissance ou de décroissance légère, ben on s'y adaptera comme on a toujours fait, hein. On a su s'adapter au Covid où pendant un trimestre, on n'a pas fait de croissance. Ben, on a pris les mesures qu'il fallait et ensuite on a repositionné la société sur une trajectoire qui est une trajectoire tirée par des demandes séculaires qui sont encore une fois la transformation énergétique, la décarbonisation de l'industrie, l'électrification de la mobilité, le cloud. Donc tous ces fondamentaux seront présents. Bon, oui, récession par récession, oui, on la managera comme d'habitude. Est-ce qu'à votre avis, on va revenir un jour à la situation pré-Covid ou est-ce qu'il va falloir s'habituer à une forme de tension quasi permanente sur le marché des semi-conducteurs ? Bah écoutez, ça va dépendre aussi beaucoup des décisions géopolitiques. Si effectivement on doit en même temps faire face au défi environnemental, qui est certainement un des plus gros défis que l'industrie et le monde donc et à faire face dans les années futures. Et qu'au même moment, on se découple, c'est-à-dire que chaque pays, chaque continent veut avoir ses usines, veut refaire complètement sa supply chain souveraine, intégrée. C'est-à-dire qu'on va amplifier de façon artificielle la demande, mais sans créer de valeur supplémentaire. Oui, on peut prévoir des difficultés et des tensions pendant quelques années. Bon, donc il faut espérer qu'à un moment donné, il y aura peut-être effectivement un rééquilibre entre une globalisation qui était peut-être trop poussée, hein, avec des concentrations que dans quelques mains du manufacturing des semi-conducteurs, vers un peu plus donc, de balance entre les continents. Mais bon, il faut faire attention de ne pas aller dans l'excès contraire, hein. On sait où ça nous emmène. Verticaliser, siloter, découpler, c'est les années 70, hein, les guerres froides, et on voit bien que ça génère de l'inflation et des pénuries. Vous avez annoncé il y a quelques jours un gros investissement à Crolles, en Isère, 5,7 milliards d'euros, en partenariat avec l'américain Global Foundries. C'est un montant considérable. Et pourtant, ce montant, il est assez limité par rapport à ce que les Américains ou les pays asiatiques sont capables d'investir dans les semi-conducteurs. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe est en retard, très en retard, en termes d'investissement dans votre secteur ? Non, pas du tout, parce que encore une fois, ce qu'on appelle la miniaturisation, donc la loi de Moore, n'est pas, comment dire, la seule référence de l'innovation dans les semi-conducteurs. Il y a d'autres types de composants qui sont plus diversifiés, qui sont absolument nécessaires, je dirais, aux applications automobiles et industrielles sur lesquelles l'Europe est forte. Et les grands champions européens que sont Infineon et ST Microelectronics sont les leaders pour adresser les marchés automobiles et industriels. Bon, on n'en tire aucune gloire, mais si vous voulez, la pénurie des composants électroniques qui a créé tous ces arrêts dans la chaîne automobile, vous voyez bien l'importance stratégique des composants de fabrique ST, et pourtant ne fabrique pas des composants à 4 ou 5 nanomètres. Donc, si vous voulez, il y a bien deux dimensions dans l'électronique mondiale. Il y a effectivement la miniaturisation pour l'industrie numérique, hein, les PC, les serveurs, le cloud, etc. Et puis, il y a tous les autres types de composants diversifiés qui, eux, sont absolument nécessaires pour convertir de la puissance, pour traiter du signal, pour capter effectivement hein, ce qu'on appelle les MEMS, les capteurs, pour traiter de l'information localement.
y mettre de l'intelligence artificielle. Bon, c'est là-dessus qu'on est positionné et c'est là-dessus que GlobalFoundries et ST se positionnent. Avec certes une course vers la miniaturisation qui sera nécessaire, hein, on ira vers le 10 nanomètres, donc ça c'est certain, mais positionné sur de la différenciation et de l'innovation sur d'autres dimensions que la pure dimension critique des composants. J'aimerais Donc là, on n'est votre absolument pas en retard. J'aimerais vous faire de chef d'entreprise sur une question en ce moment qui génère beaucoup de commentaires. Une partie de la classe politique estime qu'il faudrait taxer les surprofits des entreprises dans la mesure où ils sont liés au contexte actuel. On sait que le gouvernement n'y est pas favorable. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce débat ? Bah, écoutez, d'abord, en général, la politique fiscale des pays, c'est leur souveraineté. Donc, en tant que CEO, je me permets jamais de commenter, je dirais, les politiques des pays. Bon, simplement, ce que je peux dire pour rester, on génère effectivement une trésorerie de notre résultat opérationnel, hein, c'est-à-dire la différence entre les ventes, nos coûts industriels et les dépenses de recherche et développement et de fonctionnement que l'on a. Donc, on a une trésorerie qui est générée. 75% de cette trésorerie, elle est réinvestie dans l'outil industriel pour croître nos capacités et servir nos clients et servir des applications qui elles-mêmes vont répondre à des besoins sociétaux. Bon, par exemple, on a plus d'un tiers de nos composants qui ont une contribution favorable, je dirais, au climat. Donc, si vous voulez, on est dans un schéma où notre entreprise génère des profits, génère de la trésorerie, mais réinvestit massivement toute cette trésorerie dans l'investissement industriel et de recherche et développement. Si on cumule l'investissement, la recherche et développement pour rester en 2022, ça sera plus de 5 milliards d'euros. Ce Bon, que, bah, vous, écoutez, ce que vous nous dites, c'est que voilà, ça peut représenter une menace pour l'investissement de taxer oui, bah, bien sûr. exceptionnellement les Mais- entreprises. bien sûr. J'aimerais également, puisque c'est aussi une demande du gouvernement, savoir comment est-ce que vous allez gérer les appels à la sobriété énergétique. Alors, si vous voulez, il y a deux dimensions. Bon, déjà, intrinsèquement, on est une industrie de process, donc qui demande des conditions opératoires de température, d'environnement, d'empoussièrement, etc., extrêmement sévères. Donc, on a besoin d'air conditionné, de recyclage d'air. Et donc, effectivement, on est des consommateurs importants d'électricité et on travaille en continu. Donc déjà, et on consomme effectivement beaucoup d'électricité, hein. La facture électrique pour rester par an, c'est à peu près 400 millions d'euros. Donc déjà, naturellement et mécaniquement, on est obligé d'être extrêmement attentionné à la façon dont on consomme l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on a lancé des programmes stratégiques d'économie d'énergie, notamment en coopération avec Schneider, hein. On a un programme stratégique sur ce sujet. Bon, j'ai rencontré aussi récemment donc la PDG de Engie pour pouvoir discuter sur ce type de sujet. Donc on a déjà une tendance, comment dire, intrinsèque à notre industrie à économiser l'énergie. Bon, ensuite, après, effectivement, on sait qu'il y a l'éclairage, la mobilité, l'air conditionné dans les bureaux, il y a ou le chauffage. Bon, il y a toute une foultitude de consommation électrique et énergétique dite de confort pour nos employés, pour nous-mêmes, sur lequel on peut être précautionneux. Donc on sait que effectivement RTE et l'État va lancer pour cet hiver une espèce de météo, hein, de la consommation électrique et avec des bulletins d'alerte sur lequel effectivement on se positionnera pour essayer d'être le plus attentionné possible à baisser notre consommation ponctuellement quand on aura ces alertes rouges ou oranges donc de RTE sur la consommation électrique. Mais encore une fois, la grosse part de notre consommation, c'est ce qu'on fait intrinsèquement nous-mêmes. Et là, naturellement, c'est notre devoir de baisser progressivement la consommation électrique. Et c'est dans le cadre de nos objectifs de neutralité carbone en 2027 qu'on a des objectifs extrêmement agressifs de réduction de la consommation d'énergie et d'utilisation donc massive d'énergie renouvelable.
Merci beaucoup Jean-Marc Chéry, PDG de ST Microelectronics, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs.